Aujourd'hui, les outils d'aide à la décision, ils sont nécessaires, ils sont indispensables pour la conception et la rénovation de bâtiments à faible consommation énergétique, puisque ce sont des objets thermiques complexes. Notamment, parmi ces outils d'aide à la décision, on a les outils de STD, donc simulation thermique dynamique, qui étaient utilisés jusqu'à présent surtout pour comparer des variantes, des alternatives architecturales. On pouvait dire que telle alternative était meilleure que l'autre parce que les consommations étaient plus faibles. Mais on tend de plus en plus vers une utilisation de type prédictive, où on attend des modèles et des outils de simulation qui prévoient la consommation réelle future des bâtiments. À ce jeu-là, les outils ne sont pas adaptés aujourd'hui. Et en fait, on constate à travers des retours d'expérience qui se multiplient, des suivis de consommation, on constate que généralement, les consommations réelles sont supérieures aux consommations qui étaient prévues par les outils. Et pour expliquer ces écarts, on a la mise en évidence du facteur occupation comme étant vraiment un facteur prépondérant. Et les études les plus parlantes pour mettre en évidence ce facteur sont des études dans lesquelles on compare des consommations de logements identiques ou très proches, et on constate des consommations très variables d'un logement à l'autre. Donc la seule explication à cette diversité, c'est la manière d'habiter des occupants. L'objectif, c'était de coupler une modélisation complète, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre en compte tous les aspects du comportement des occupants qui affectent la consommation d'énergie des bâtiments. L'objectif, ça va être de dire on est en fait incapable de prévoir la consommation future du bâtiment, de dire exactement ce bâtiment va consommer X kWh. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prévoir un intervalle de confiance et de dire, par exemple, ce bâtiment a 95% de chances de consommer entre temps et temps. Si on est capable de dire ça, on peut éventuellement considérer la valeur haute de l'intervalle de confiance comme une performance dont on est à peu près certain que le bâtiment atteindra. Et à ce moment-là, on pourrait la garantir à travers, par un engagement contractuel et dire que ce bâtiment ne consommera pas plus que tant. À ce moment-là, donc on ouvre la voie à un processus de garantie de performance et qui est évidemment très intéressant pour les acteurs économiques et pour encourager, par exemple, des travaux de rénovation, puisque dans des travaux de rénovation, on va calculer les temps de retour sur investissement. On va réaliser ou non l'investissement en fonction du temps de retour. Dans la littérature scientifique, il y a deux grandes approches. La première, c'est ce que j'ai appelé les modèles orientés agents basés sur le confort. On part du principe que ce qui dicte les comportements, c'est le confort. Le problème de ces modèles, c'est qu'il y a une forte incertitude sur les modèles de confort eux-mêmes. Ensuite, au niveau des liens entre un confort et action, dire à partir de quel moment, là, je vais avoir froid, donc je vais aller faire quelque chose, monter le chauffage. Enfin, à partir de quel moment l'inconfort est tel qu'il entraîne une action, ça, c'est défini par des hypothèses, donc il y a encore une grande incertitude là-dessus. Et puis, autre aspect, autre faiblesse de ces modèles, et ça rejoint une remarque qui avait été faite tout à l'heure par la dame qui est psychologue, c'est on va modéliser des comportements ultra-rationnels où les gens vont tout de suite corriger dès qu'il va y avoir un écart au confort. Et en fait, ce n'est pas réaliste. L'autre grand type de modèle sont des modèles stochastiques statistiques. Donc stochastique, c'est probabiliste, plus ou moins. Et donc là, c'est une approche plus brute. On fait des mesures, on observe la réalité et on la reproduit, sans chercher à expliciter la chaîne de causalité. Donc par exemple, on va mesurer l'état d'ouverture des fenêtres, on mesure les températures intérieures, extérieures, la vitesse du vent, etc. Et on voit dans telles conditions la probabilité que la fenêtre soit ouverte. On la calcule directement, on construit des modèles par des régressions statistiques. Donc on a opté pour ces deuxièmes types de modèles. Et l'idée, donc, c'est de proposer donc, des modèles stochastiques statistiques pour l'ensemble des aspects évoqués. Alors, l'architecture d'ensemble de la modélisation, donc là, je vais me focaliser sur le cas des logements. Donc, dans une première étape, on va créer des habitants pour un logement. Et on va définir des caractéristiques à ces habitants. Donc, par exemple,
à cette étape-là, je vais dire que dans mon logement, j'ai une famille nombreuse, 2 adultes qui travaillent, des enfants, etc. Donc ensuite, on va générer des scénarios d'activité pour chacun des occupants. En parallèle, on va attribuer des appareils électriques au ménage, donc en fonction des caractéristiques. Il n'y a pas les mêmes probabilités d'avoir, par exemple, un lave-vaisselle pour une personne seule ou pour une famille nombreuse. On va définir des cycles de fonctionnement pour les appareils électriques. Tous les lave-vaisselles n'auront pas les mêmes consommations. Ensuite, en liant les activités aux appareils, on peut simuler l'utilisation des appareils électriques. Tout ça, ça constitue une étape de pré-process de la simulation. Et à l'issue de cette étape, en fait, on a créé des scénarios qui vont remplacer tous les scénarios conventionnels de la simulation. Et puis, une fois qu'on est arrivé, qu'on a fini, eh bien, on recommence. Et cette fois-ci, on va créer un nouveau ménage avec d'autres appareils électriques qui vont faire des activités différentes et qui vont aboutir à une consommation différente. Et du coup, de cette façon, on va pouvoir reproduire une distribution des consommations, donc typiquement une courbe de Gauss, et qui va donc nous permettre de définir un intervalle de confiance sur la prédiction. Le matériau de départ de ce modèle, c'est une enquête emploi du temps. Et ça, les enquêtes emploi du temps, c'est un type d'enquête un petit peu particulier dans lequel des individus, donc par exemple l'enquête INSEE en l'occurrence, là c'était 15 500 individus, remplissent des carnets d'activité sur 24 heures dans lesquels ils disent 10 minutes par 10 minutes ce qu'ils ont fait dans la journée. En fonction des caractéristiques des ménages, ensuite on attribue des appareils électriques. Là j'ai pris l'exemple des lave-vaisselle et on modélise comme ça une trentaine d'appareils, plus l'éclairage. Et à partir de ça, donc ce qu'on appelle un modèle bottom-up, on reconstruit la consommation totale par addition des usages individuels. Donc ça, c'est l'application qui en est faite dans le cadre de la STD. On génère des scénarios d'apport interne pour l'entrée des modèles. Mais ce modèle, il peut aussi être utilisé pour plein d'autres choses. Donc je montre rapidement. Si on a eu un logement, là j'en ai 2 autres, donc qui sont un petit peu différents. On voit par exemple sur le premier qu'il y a une consommation qui est globalement plus élevée. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc on peut ensuite agréger ces différentes consommations. Toujours suivant l'approche bottom-up, on reconstruit des usages, cette fois-ci de plusieurs logements. Et on peut aller comme ça jusqu'à une échelle, à l'échelle du quartier. Donc ça peut avoir différentes applications, notamment dans des travaux qui sont développés dans la chaire sur la CV des quartiers, la modélisation dynamique du mix de production d'électricité. Ça, c'était pour les appareils électriques. Au niveau des consignes de chauffage, on a utilisé des mesures donc, dans à peu près 90 logements. Et puis, il y avait aussi, dans la littérature, il était fait état de pas mal de mesures et d'enquêtes. Ce qui ressort en gros, c'est que la température moyenne à l'intérieur des logements, c'est à peu près 21 degrés. Donc on est assez loin des 19. Je pense que les 19, on peut faire une croix dessus. C'est grosso modo pas respecté. Ça ne correspond pas aux attentes de confort. Donc ce modèle, il est assez simple. On tire une température de consigne aléatoire. On la modifie en fonction des caractéristiques des ménages et des types de pièces. Les chambres sont moins chauffées que les pièces principales, etc. Et puis donc on a des réduits en cas d'absence. Pour l'ECS, donc je vous disais, on associe certaines activités à des consommations d'eau. Là, on utilise des données, on a des données du Centre d'information sur l'eau. On a aussi une campagne de mesure dans 300 logements qui nous permettent de construire un modèle assez précis donc pour les consommations d'eau. Et à partir de tous ces modèles, on peut faire donc ce qui était l'objectif de la propagation d'incertitudes et l'obtention donc de cette distribution des sorties de la simulation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.